Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie Deligianis, coach, formatrice et conférencière. Mon objectif, vous accompagner à créer une vie en accord avec soi, sans peur ni blocage. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment faire de ses rêves une réalité. Lorsque nous sommes petits, nous avons pu avoir une passion, ou du moins un vif intérêt pour une activité, comme la danse, la musique ou le dessin. Tant que cela reste une petite passion, cela ne pose généralement pas trop de problèmes, à moins de devenir un vrai projet pour entendre les premières désapprobations de notre entourage. Et finalement, à l'âge adulte, nous pouvons nous retrouver dans le même type de schéma, notamment lors d'une reconversion professionnelle ou d'un changement de vie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Piton, sophrologue, coach et institutrice en méditation de pleine présence. Elle est spécialisée dans l'accompagnement d'artistes et elle intervient en milieu scolaire. Gaëlle est aussi journaliste, formatrice et conférencière. Elle est l'auteure de La méditation c'est la vie, paru chez First Edition, le grand guide de la sophrologie au quotidien, paru chez Le Courrier du Livre, et si on faisait un pas de côté, d'après le TEDx, Danser sa vie, paru chez Le Duc. Bonjour Gaëlle et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Alors si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors c'est très difficile de se résumer un mot, hein. Tu me poses presque une colle pour commencer, mais Je m'en doute. Je dirais généreuse. C'est la signification même du prénom Gaëlle en plus. Je suis quelqu'un de généreux. Ouais, je pense que ça me définit bien. Et dans ton ouvrage, Et si on faisait un pas de côté, paru chez Le Duc, tu es partie sur ton histoire personnelle et ton expérience pour en tirer des apprentissages et transmettre des exercices pratiques pour aider le lecteur à s'approprier justement les leçons. Alors peut-on dire que tu invites finalement tes lecteurs à se reconnecter à leur essence, à leur vrai soi ? Oui, complètement. C'est tout à fait ça. Merci de ce beau résumé. Oui, et surtout, je les invite et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de rendre concret ce beau projet qu'on a, je pense, tous au fond de nous, de devenir vraiment qui l'on est, nous rapprocher du soi, mais parfois on ne sait pas trop comment faire. Et j'essaie de démystifier un petit peu. Le parcours, c'est vraiment un prétexte pour montrer que je n'ai rien de spécial, hein. Je suis une humaine comme tout le monde, sauf que j'ai fait un petit chemin et que sur ce chemin, j'ai découvert un certain nombre d'outils, de techniques à mettre en pratique, des techniques que je transmets aussi, hein, dans les accompagnements que je peux donner. Et voilà, je me dis si ça peut allumer des petites lumières et donner l'idée du premier pas, le pas de côté, mais aussi le premier pas en avant, eh bien, ce sera super. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça me fait penser parce que ton ouvrage, en fait, j'ai beaucoup aimé le titre, Si on faisait un pas de côté, parce qu'initialement, avant de s'appeler Il y avait une fois, j'avais hésité à appeler le podcast un pas de côté, justement, parce que justement, c'est cette idée-là de déporter son regard un instant pour prendre un peu de hauteur et justement après de se dire, qu'est-ce que je vais faire comme pas, en fait, par rapport à ma problématique du moment. Donc, du coup, c'est très drôle. Bon, ça, c'est une anecdote. Oui, mais c'est intéressant, c'est très coaching, en fait, hein, Ouais. cette expression pas de côté, c'est une expression que je répète souvent aussi. Il devait pas s'appeler comme ça au tout début. Dans mon esprit, je l'avais appelé mes chemins de traverse. Et puis, oui, parce que, en plus, je donne la chanson, Grand Corps Malade me fait le don de sa chanson Chemin de traverse que j'adore, qui me parle beaucoup. Et je voulais l'appeler comme ça, mes chemins de traverse, mais peut-être que c'était pas assez lisible. On avait beaucoup d'échanges avec l'éditeur là-dessus. Et ensuite, quand j'ai pensé aux expressions que j'utilisais beaucoup, qui me semblaient révélatrices de ce que j'avais envie de transmettre, eh bien, il y a le pas de côté qui est venu tout de suite. Donc, voilà. Et puis, c'est très dansant. Donc, exactement, c'est ça. C'est exactement comme ça que je l'ai vu parce qu'effectivement, par rapport au TEDx, qui s'appelait Danser sa vie. Danser sa vie. Ouais. Du coup, je trouvais ça effectivement le parallèle était très parlant effectivement. Et selon toi, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes ? Il y a plein de choses. Il y a les croyances. Hein, ça, c'est quand même, je pense, souvent le frein le plus grand, c'est-à-dire tous ces petits programmes qui tournent à l'intérieur de nous sans même qu'on en soit conscient et qui parfois sont très aidants.
Donc là, pas la peine de s'en occuper. Laissons les choses telles qu'elles sont, mais qui parfois entravent en fait nos actions et nos cheminements vers des rêves, vers des envies. Et parfois, il ne suffit pas grand-chose pour les lever. Donc, des croyances, ça peut être engrammé par l'éducation, ça peut être des croyances sociales, culturelles. Hein, elles sont très vastes, mais je pense qu'on gagne vraiment à les observer, à prendre conscience de ce qui tourne à l'intérieur de nous et qui nous aide pas forcément. Je dirais que c'est le principal frein, il va être là. Et puis après, c'est la mise en action. Tout à fait. C'est-à-dire, on peut avoir tout compris sur ce qu'on veut, pourquoi on n'y arrive pas, etc. Mais après, c'est comment on fait d'autres expériences. Et là, c'est avec notre corps. Hein, on est vraiment le soi, c'est le corps, l'esprit, les émotions et tout ça. Comment on se met en route, comment on se met en chemin, parce que c'est vraiment ça qui va déclencher de nouvelles expériences et qui va acter que ça y est, on est en route et on chemine concrètement. Et c'est finalement ça aussi qui va faire évoluer notre propre conditionnement, parce qu'effectivement, le fait de l'acter par des actions, ça va permettre à notre cerveau aussi, à un moment donné, de dire, tu vois, ça confirme bien le nouveau chemin ou le nouveau prisme finalement qui se met en place aussi par. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les croyances, tant qu'on n'a pas une autre expérience à la place, il n'y a pas de raison qu'on en change, parce que même si c'est très inconfortable, c'est notre zone de confort. Exactement. Donc, tant qu'on n'expérimente pas autre chose, on ne va pas pouvoir changer ce petit programme à l'intérieur de nous. Et puis parfois, on peut se surprendre. Je crois que la plus grande limite, c'est celle que nous-mêmes, nous donnons, nous posons. Nous sommes bien plus vastes que cela, que ce qu'on pense être, en fait. Et ça, c'est très important de l'expérimenter au quotidien. Ouais, et c'est très important effectivement de le relever aussi, parce qu'effectivement on est bien plus qu'une étiquette, on est bien plus que ce qu'on croit et ce qu'on a pu nous dire aussi quand nous étions petits et qui a pu nous conditionner sur l'avenir finalement, enfin sur la suite de notre chemin, quoi. Oui, on se redéfinit en permanence, hein, tout est impermanent, on change au fil du temps, des années. Alors après, c'est un chemin qui n'est pas forcément évident toujours, parce qu'il faut laisser des pots. Il y a des mues qui se font. Hein. Moi, j'en ai fait déjà pas mal au cours de mon expérience, et je pense que c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent pareil. Mais ça demande, de laisser l'ancien, faire de la place au nouveau, déposer ses identités, ce qui nous a définis pendant des années, se dire, non, ici et maintenant, c'est plus OK pour moi. Et voilà, parfois c'est douloureux, hein. Parfois c'est douloureux. Exactement. Ouais. J'ai moi-même fait la propre expérience et effectivement, je confirme. Et dans ton parcours, justement, avant qu'on rentre plus sur, j'allais dire, la suite de ton cheminement, mais quels ont été les signaux en fait qui t'ont dit je ne suis pas à ma place ou c'est pas juste pour moi? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Sophie, de la poser, parce que je crois qu'on sait au fond de soi, le corps nous donne des signaux. Moi, c'était un malaise. Alors, c'était pas un grand mal-être. Il y a pu y avoir ça dans certaines situations de ma vie, mais dans les grandes mues, c'était pas tellement une grosse crise existentielle, mais c'était vraiment la sensation que quelque chose ne fonctionnait pas. Ça tournait pas rond. J'étais pas 100% bien dans mes baskets. Enfin, il y avait quelque chose qui m'indiquait que, vous savez, la petite voix ou la petite tension du corps qui dit, mais en fait, moi, c'est pas ça qui me fait vibrer. Et à contrario, quand on est davantage dans la place qui est la nôtre, il y a la joie qui se présente, l'ouverture. Et il y a ces indicateurs-là, et ça, c'est assez grisant, et pas toujours, évidemment, parce que la joie va aussi avec la peine, hein, ça fonctionne toujours ensemble. Et dans le livre, j'insiste justement sur cette notion de désagréable, que l'on veut pas toujours traverser, mais qui est riche d'enseignements. Mais je crois que c'était le corps qui me disait, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est vraiment en fait important effectivement de revenir, parce qu'on a tendance à avoir un mental qui fonctionne, qui turbine, enfin voilà, à 1000 à l'heure. Et c'est vrai que c'est vraiment important, mais d'apporter une écoute finalement de soi, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi, ses ressentis corporels, ses émotions, ce qui peut nous traverser, etc. Oui, tout à fait. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est très important. C'est-à-dire, c'est comme le vélo, c'est comme conduire. On peut apprendre à écouter ses émotions. Moi, je suis vraiment, en tout cas, je trouve une place intéressante dans le fait de démystifier tout ça et de dire c'est possible. En fait, c'est de la transmission. J'aime cette approche pédagogique, en fait, de montrer peut-être un chemin. Il y en a plein d'autres, mais qui montrent que concrètement, si on met en place des techniques, des outils qui ont fait leurs preuves, hein, c'est possible d'apprendre tout ça.
Ouais. Il faut un peu de persévérance, il faut un peu d'entraînement, même beaucoup d'entraînement et beaucoup de persévérance. Ouais, et beaucoup de persévérance, effectivement, je suis d'accord. Mais on en reviendra effectivement un peu plus loin. Mais avant de creuser justement sur les outils qui ont pu t'aider, et y a-t-il eu un événement déclencheur qui finalement a remis en cause ta manière d'aborder ta vie et finalement tes aspirations les plus profondes? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un Ouais. deuil important d'une personne chère et qui en 2011 m'a fait vraiment toucher, sentir la fin de l'existence et à quel point ça pouvait se passer du jour au lendemain. C'était quelqu'un de très jeune et du coup voilà, ça, je pense que ça a été un peu un déclencheur. Il y en a eu d'autres, hein. Après, il y a des découvertes, il y a des rencontres, mais je dirais que dans des crises comme ça ou en tout cas des événements douloureux, ça se présente à nous de manière plus urgente, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est d'ailleurs une réflexion qui me vient que j'avais déjà eu l'occasion de parler à l'occasion d'un podcast. Mais finalement, je me demande, est-ce qu'il est nécessaire de vivre une crise pour pouvoir justement se dire, attends, là, enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ma vie, ou simplement, est-ce que c'est un accélérateur, en fait, dans notre cheminement? C'est une réflexion que je me suis faite. Pas forcément la Oui, réponse, mais je me dis, il y a beaucoup je de pense que ça personnes. accélère, ouais. C'est ça, hein, parce que je me dis, il y a beaucoup de personnes, je te coupe juste sur un point qui me vient, il y a beaucoup de personnes finalement, on entend autour de nous, qui ont pu vivre des burn-out, effectivement des décès, des choses comme ça, en fait, qui ont fait qu'à un moment donné, c'est se dire, mais la vie est courte et en fait, maintenant, je vais vivre ma vie et pas la vie que je crois que je dois vivre, en fait, finalement. Hmm. Ce sont des rappels, des rappels très forts. En fait, moi, je suis pas certaine qu'il faille forcément vivre des crises, qu'il faille Ouais, forcément partir à l'autre bout du monde, hein, parce que bien souvent, il y a aussi ces chemins oui, comme ça de grands voyages, hein. Ça a été tout à le cas. fait. Moi, je suis partie aux Philippines. Ça a été une des expériences fondatrices de mon existence. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais par contre, c'est clair que on ne peut pas se cacher derrière ces expériences-là. Ouais, c'est Il y a ça, une mise à nu qui se fait, comme elle a pu se faire pendant le confinement, par exemple, hein, tout à fait. où là, tout à coup, on n'a pas le choix et on voit à quel point, eh bien, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'existence et que l'on se doit d'accueillir parce que, voilà, c'est comme ça. La Ouais, réalité est ainsi et que effectivement, la société nous vend plutôt le bien-être, le mm, bonheur, une espèce d'injonction parfois à ça. tout Mais à la fait. vie, c'est pas que ça. Et je pense que ce qui serait intéressant et c'est très difficile, c'est de vivre chaque jour presque comme si c'était le dernier, quoi. Ouais, Avec justement, non pas pour être dans une déprime, un désespoir, mais au contraire pour se dire, mais justement, il y a tout ça, il y a tous ces cadeaux qui sont là, ici et maintenant. ouais. Euh, voilà, parce que quand ça s'arrête, euh, voilà, les gens disent aussi quand ils perdent des proches, non, j'ai pas eu le temps de lui dire, j'ai pas Mm, de profiter des gens quand ils sont encore là, de leur dire qu'on les aime quand ils sont là, ça me paraît ouais, fondamental. exactement, tout à fait, effectivement, ouais. Et, euh, et justement, quels ont été les outils qui t'ont permis d'aller à ta rencontre et finalement de te reconnecter à ce qui t'animait vraiment? Alors, les outils, alors c'est toujours une vraie question de définir ça comme un outil. Je C'est parce sais, que ce sont des outils, mais en même temps, ce sont aussi des chemins. Donc bon, exactement. c'est sûr Mm. qu'il y a la danse, évidemment, est au cœur de mon parcours. Elle est là depuis je veux dire, ma naissance, en fait, mon plus jeune âge. C'est le mouvement, en fait, plus que encore que la danse, c'est-à-dire prendre conscience que du vivant en soi, du fait que tout bouge, hein, mais ça, on peut danser avec sa respiration. Hein, c'est vraiment ce Ouais. qui nous connecte au vivant. Moi, ça a été déjà un premier chemin. Et puis un peu plus tard, il y a eu la découverte de la sophrologie, Mhm. de la méditation de pleine présence, de la méditation bouddhiste aussi, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment quand même deux choses différentes. Elle est teintée de spiritualité. Le coaching, évidemment. Donc, et puis après, je crois qu'on n'a jamais fini. Même encore maintenant, je continue le chemin de découverte, d'ouverture d'intuition, etc. Donc, je pense qu'il y a effectivement des disciplines comme ça, Mhm. des disciplines psychocorporelles notamment, qui ont vraiment permis d'entamer, parce que je pense que c'est jamais fini, mais la réconciliation du corps et de l'esprit. Mhm. Et je me demandais juste, je rebondis sur un des outils. Effectivement, c'est plus qu'un outil parce que c'est plus, j'allais dire, une manière de l'identifier de par notre langage, mais c'est bien plus que ça. Mais par exemple, la sophrologie, qu'est-ce que ça t'a permis en fait, tu vois,
d'expérimenter pour aller, j'allais dire, au plus profond de toi, parce que finalement ça doit être des étapes, non? Tu dois passer des paliers, parce qu'il y a la sophrologie, j'allais dire, version débutant, et puis après intermédiaire, etc. Enfin, je veux dire, c'est tout un, et c'est en ça où je te rejoins effectivement sur ce que tu disais au début, c'est un chemin. Mais concrètement, comment, comment, en quelques lignes, bien évidemment, parce que je m'en doute bien que ça, c'est très dur à résumer en quelques phrases, mais comment as-tu expérimenté ça dans, tu vois, j'allais dire, est-ce qu'il y a un parallèle que tu pourrais faire entre ton expérience dans la sophrologie, par exemple, et la manière comme ça t'a fait évoluer finalement dans ton propre cheminement et vers la rencontre de toi-même? Oui, bien sûr. En fait, effectivement, tu as raison de le préciser, Sophie. Il y a plusieurs façons de la pratiquer, la sophrologie. Et moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux. Ça m'a beaucoup intéressé de voir à quel point elle était complète et qu'on n'était pas du tout dans une histoire de relaxation, de détente, ce qui est souvent présenté comme ça. En fait, la sophrologie est souvent présentée comme ça. Caicedo, donc, qui est le créateur de la sophrologie, l'a créé dans des contextes bien particuliers, qui étaient en fait, bon, je vais pas refaire l'histoire, mais du coup, en quelques mots, quand même, pour ceux qui nous écoutent, il était un neuropsychiatre et à l'époque, on soignait beaucoup les patients psychiatriques avec des électrochocs. Et lui, c'est le point de départ, en fait, de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus douce d'accompagner ces personnes? Bon, évidemment, après, ça a quitté le champ uniquement de la psychiatrie, hein, bien sûr, mais c'était vraiment de combiner des pratiques qui existaient en Orient, le yoga, la méditation, d'autres techniques qui se développaient comme l'hypnose, et se dire, OK, en tant qu'homme moderne, on n'a pas non plus le temps forcément de s'enfermer dans un ashram et de pratiquer toute la journée. Il faudrait des techniques simples, simplicité à ancrer dans le quotidien. Donc, en fait, la première chose que ça a changé, c'est que ces techniques se sont invitées et sont restées dans mon quotidien. Donc, en fait, le simple fait de respirer même 3 minutes par jour, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, ça change déjà le paradigme. On pose un acte concret on change quelque chose. Ensuite, Caicedo parle du nouveau regard. La sophrologie, en fait, quand tu vis une séance de sophrologie, l'idée, c'est d'accueillir les sensations comme elles sont. Et j'insiste, agréables, désagréables ou neutres, bienvenue. Et ça a vraiment été comme si j'embrassais, comme si j'apprenais à embrasser mon expérience dans toutes ses perfections, toutes ses imperfections, toutes ses joies, toutes ses douleurs. Et de voir que je pouvais expérimenter autre chose, que par exemple, ma tête disait des choses et que mon corps ne disait pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'était pas seulement une pensée, c'était vraiment, j'étais en train de l'expérimenter. Je te donne un exemple très concret. Je ne sais pas dessiner, c'est vraiment pas mon truc. Le dessin, ça n'a jamais été mon truc. Mais il se trouve que dans la formation, à un moment donné, on nous a demandé de faire une phénodescription, donc description de nos sensations. Hein, c'est la phase d'après chaque séance pour apprendre à poser des mots. Là, on nous a demandé de le dessiner. Je me suis vraiment demandé qui était en train de dessiner parce que je trouvais ça pas mal. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui émergeait. Donc, de manière phénoménologique, un phénomène, il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas du tout ce qui était programmé dans mon esprit. Et je me suis dit, mais si je m'expérimente différemment, alors le champ des possibles va s'ouvrir. Exactement. C'était énorme, en fait. Donc, il y avait ça. Et puis, le pouvoir de la visualisation, c'est-à-dire et ça, je le travaille beaucoup, par exemple, avec les danseurs, parce que j'ai quand même une expertise, une expérience d'accompagnement des danseurs. Je me suis rendu compte que même avec les sportifs, on pouvait mentalement répéter la chorégraphie, répéter l'entraînement, et que le corps allait être engrammé de ça, en fait. Qu'il y avait vraiment un effet direct. Donc, que par exemple, si je suscitais des émotions agréables, je vais pas dire positives, parce que ça me pose toujours un problème, ce mot de positif et de négatif, mais si je suscitais mentalement des émotions agréables, mon corps allait vivre exactement comme si je le faisais pour de vrai. Et alors ça pour moi, c'est un champ incroyable et on n'en parle pas assez. Quand on décrit la sophrologie, on oublie toute cette partie-là qui transforme, quoi. Donc, c'est des outils concrets, simples d'application et qui transformaient beaucoup l'existence, quoi. Donc c'est ça que ça, et donc ça a transformé ma vision, mon rapport au monde, c'est évident. Évident. Mais c'est vrai qu'il y a un point très très important et j'insiste sur ce que tu as dit. Tout était passionnant d'ailleurs dans comment tu as exposé et fait. C'est vraiment très intéressant. Mais il y a aussi ce côté, comme tu dis, quotidien. C'est quotidien en fait. C'est vraiment cette persévérance aussi, cette persévérance d'aller, j'allais dire là où on n'a pas forcément envie d'aller, mais aussi de vraiment s'engager avec soi-même finalement et de se dire quotidiennement, je prends 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Mais un moment pour moi en fait,
finalement. Oui, c'est une vraie décision. Et alors, c'est sûr que c'est le côté, je le dis souvent en m'amusant à mes patients, à mes clients, c'est le côté pas vendeur de la technique. Il va falloir Exactement. s'entraîner. C'est ça. Mais en même temps, pour moi, la discipline, c'est pas du tout un gros mot parce qu'elle est nécessaire dans plein de choses. Pour écrire des livres, Oui. il faut de la discipline. C'est Oui. du travail, en fait. Il y a pas, oui, il y a peut-être un côté d'inspiration comme ça qui descend, mais c'est 2% du travail, ça. Ouais. Le reste, c'est de te mettre à ton bureau, remâcher, de faire face au syndrome de l'imposteur, de Tout à la fait. page blanche, etc. Donc, il y a vraiment ce trajet de guerrier de la lumière un petit peu. Moi, j'aime bien Oui. cette expression. C'est Paolo Coelho qui a écrit ça, le manuel du guerrier de la lumière. Et que je pense que renouer avec ça, avec la discipline, avec l'effort, c'est très aidant dans nos quotidiens. Ça ne peut que nous aider. Ouais. Et effectivement, l'idée, c'est pas forcément de le faire pendant très, très longtemps. Et si on commence par 3 minutes, mieux vaut 3 minutes que 15 minutes une fois par semaine. Exactement. C'est juste se dire et dire aux yeux du monde, là, pendant 3 minutes, j'ai pris la décision de faire face à qui je suis, de sentir mes émotions, d'être à l'écoute de mon corps. Et ça peut nous donner vraiment des informations très précieuses sur nos choix, sur la suite de notre chemin. On a un outil formidable Oui, intégré, c'est vrai. notre maison, Ouais, c'est vrai. mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, Et c'est vrai qu'en plus, je pense que ce type de routine, même si j'aime pas forcément le terme, c'est un terme qu'on entend beaucoup en développement personnel, mais c'est celui qui me vient. Mais c'est vrai qu'en fait, ça permet aussi de se connecter finalement aussi à son intuition, parce qu'au fur et à mesure qu'on se connecte à ses ressentis, on va développer une écoute de plus en plus fine aussi, par rapport aux interactions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, parce qu'en général, on écoute notre tête, mais on écoute très très rarement nos ressentis. Or, ceux-là, effectivement, ils sont magiques. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment, ça peut éviter parfois de prendre de mauvaises décisions pour soi, quoi. Tout à fait. Et puis c'est là en fait, et c'est comme la respiration abdominale. Hein. On a aussi, alors la seule chose magique en sophrologie, peut-être que c'est ça, c'est la respiration abdominale qui calme physiologiquement nos tensions. C'est à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'on passe, je pense qu'on passe trop de temps à essayer de chercher à l'extérieur ce qui pourrait nous aider, alors qu'en fait l'idée c'est d'apprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Tout est là en fait, tout est là déjà là en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on a déjà. Faut juste le comprendre et porter peut-être un nouveau regard dessus. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on peut tous le faire. Exactement. Mais c'est vrai, tout à fait. Et avant de terminer, aurais-tu quelques conseils à donner à nos auditeurs pour les aider à concrétiser leurs rêves? Alors, prendre la décision. Déjà peut-être préciser qu'est-ce que c'est le rêve, parce que bien souvent, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est très vague. En tout cas, en coaching, ça m'arrive très souvent il y a un rêve comme ça qui est posé, et puis quand on précise un petit peu les choses, le rêve, il doit être quand même écologique pour soi, c'est-à-dire respectueux de qui on est, de son énergie, des gens qui nous entourent et tout ça. Donc peut-être le préciser davantage. L'écrire, alors ça paraît très bête, mais dès l'instant où vous l'écrivez, il existe déjà. L'écrire sur un papier, parce que s'il tourne dans votre tête, il tourne un peu en circuit fermé. Or, s'il est écrit, eh bien, vous et moi, on peut le regarder. Donc, il est déjà visible aux yeux du monde. Et peut-être se poser la question de quelle serait la première action, le tout petit premier pas que je pourrais faire pour me dire, je suis en route vers ça. Peut-être que je vais pas atteindre ça, j'en sais rien en fait, parce que pour l'instant, je suis en chemin et je verrai bien. Et c'est de mettre en action concrète, donc corps, esprit, émotion, quelque chose qui signifie je suis en route. Par exemple, il y a énormément de gens, je ne pensais pas que c'était autant, mais là, plus ça avance dans mon parcours d'auteur, plus j'en prends conscience, qui aimeraient écrire un livre. C'est un des grands rêves, en fait, de la majorité des personnes. Ma vision de ça, c'est tout le monde peut le faire. On a tous des choses intéressantes à dire. Par contre, ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est d'avoir la discipline nécessaire, la ténacité d'affronter aussi tout ce qui est peut-être la face un peu cachée, c'est-à-dire le doute, le je me remets, la solitude parfois de l'auteur. La mise en action, peut-être que du coup, c'est là où se creuse l'écart entre les personnes qui vont réellement écrire et celles qui vont pas le faire. Allez au bout de votre projet déjà. Et c'est hyper important parce qu'effectivement, c'est valable pour les livres, mais c'est valable pour en fait tout projet finalement. Parce que c'est vrai que dans la réussite, pareil, qu'est-ce que c'est la réussite? C'est très personnel, la définition qu'on en fait. Mais peu importe la définition que l'on a, on a tendance à regarder autour de soi les gens qui ont réussi, en tout cas ce qu'on croit que c'est la réussite.
Et finalement, c'est ça aussi, c'est que qu'est-ce qui différencie celui qui n'y arrive pas et celui qui y arrive, c'est justement cette ténacité et cette discipline, parce qu'effectivement, c'est hyper important pour durer, j'allais dire, pour tenir dans la durée aussi, en plus de la persévérance. Ouais. Oui, bien sûr, et c'est comme le travail d'un danseur, hein. Ça, c'est exactement pareil. Là, oui. quand on va voir un spectacle, on ne prend pas du tout conscience Oui, de tout le travail, ou comme quand on lit un livre. Hein. Mais en fait, c'est des heures et des heures, c'est des renoncements, c'est aussi des grandes joies. Mais je pense que la grande joie, c'est au moment peut-être où la pièce ou le livre sort, et voilà. Mais il y a tout le chemin avant. Donc, il y a un certain entraînement, un certain goût de l'effort. Qu'il est important de cultiver si on veut mener de tels projets. Mais après, être en route, c'est déjà poser quelque chose. Et si vous posez une action, déjà, l'univers, hein, c'est ce qu'on dit dans termes génériques, mais l'entourage, l'environnement, va aussi vous envoyer d'autres choses parce que vous changez de manière systémique dans votre système quelque chose puisque vous envoyez autre chose. Donc voilà, l'idée, c'est de poser l'action. Arrêtez de rêver votre vie parce que c'est tellement douloureux de la rêver, en fait, parce que la vie est courte, en fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, ici et maintenant, vous pouvez tout changer. Vous pouvez rebattre les cartes à tout moment. Ça, j'en suis convaincue. Et je l'ai même éprouvé, vécu et transmis. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'invite les auditeurs à découvrir ton ouvrage, parce qu'effectivement, tu l'incarnes, en fait, ce que tu nous transmets à travers ce podcast, et c'est vraiment important de le dire. Et c'est pour ça que, du coup, j'invite vraiment les auditeurs à découvrir ton ouvrage et ainsi avoir le TEDx, parce qu'il est aussi très inspirant. Justement sur ton parcours et la manière dont t'es parti, d'une vie, j'allais dire plus conditionnée entre guillemets, manière de parler, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, et à une vie qui finalement, ça va faire un peu développement personnel, mais qui te ressemble en fait, c'est ça qui correspond à ton essence, quoi. Oui, bien sûr, et puis qui m'apporte plus de joie, en fait. Alors, c'est pas tout le temps joyeux, hein. Ça, c'est, il y a vraiment, je réfléchis beaucoup à cette notion-là, justement, de comment est-ce que nous aussi, on est responsable en tant qu'auteur de montrer davantage le travail et les épreuves, parce que notre visibilité, par exemple, sur les réseaux sociaux, va souvent montrer des choses qui marchent, les succès. On est rarement en train de, mais il y a tout le reste, il y a toutes les coulisses, en fait. Et tout ça demande effectivement de beaucoup de courage. On n'arrive pas à mener une vie comme ça qui nous ressemble sans avoir fait, avoir traversé ces ombres, en fait, des épreuves. Et c'est là que c'est certainement moins glamour, mais qu'il faut pas lâcher parce que c'est un terreau très fertile d'évolution. J'aime bien dire cette image, tu sais, Sophie, du lotus qui pousse dans la vase. Le lotus, c'est une fleur magnifique, mais elle pousse dans la vase. Voilà, pensez au lotus. C'est une très belle image parce que c'est exactement ça, parce que c'est très beau, un lotus, mais effectivement, quand on remet dans le contexte, on se dit, c'est le support et pas forcément très glamour. Et puis je pense qu'on peut aussi, il y a cette question j'aurais pu te dire comme premier mot qui me définit d'authenticité. C'est très difficile d'être authentique pour plein de raisons, parce qu'on a toujours aussi les petites sirènes de l'ego, hein, on n'en est pas du tout exempté, qui peuvent venir. Mais je crois que plus on est au cœur de notre authenticité, plus on peut vibrer qui l'on est et inspirer autour, en fait. Et si on était tous comme ça à vibrer profondément qui on était, je pense que ça transformerait considérablement le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que il y a une question qui m'a été posée il y a quelques jours. On me disait, avec ce qui se passe au niveau mondial, est-ce que c'est pas un peu futile de parler de ses rêves? Moi, j'ai l'impression d'être une militante à faire ça. Au contraire, à me dire, mais même dans les espaces les plus contraints, les plus difficiles, on a toujours une part de responsabilité, une marge de manœuvre, quoi. Et moi, je décide de faire vibrer ça, en fait, parce que je trouve que c'est important. Et pour moi, c'est pas futile. Oui, je prends pas les armes, c'est pas du tout mon arme, c'est la plume, en fait, ou la voix. Donc, de vibrer pour soi. Complètement en phase avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, j'allais dire, c'est aussi ce pourquoi je milite, entre guillemets, et encore militer, j'aime pas trop le terme, mais c'est ça. Je trouve que c'est tellement important, et je me dis, si on est tous, il y a vraiment cet effet domino que je dis souvent dans le podcast, mais c'est vrai qu'il est valable aussi pour ça. À partir du moment où on se rapproche de son authenticité, qu'on ose finalement être qui l'on est, et c'est pas facile, et je parle en connaissance de cause parce que moi j'ai vraiment je suis encore en chemin mais c'est vrai que, et je pense qu'on sera en chemin toute notre vie, mais c'est vrai que du coup ça en inspire d'autres, et du coup nos relations aussi sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses, et j'allais dire ça transpire entre guillemets après
ouais, comme cet effet domino, quoi. Donc, Mais bien sûr, et puis quand tu es, c'est pas se suffire à soi-même du tout, c'est être bien non, avec qui l'on est. c'est Tu ne peux ça, que être bien avec le monde qui t'entoure. Alors, exactement. il faut se réajuster en permanence, hein. Mm. C'est comme un instrument de musique qu'on accorde, Oui, quoi. Faut se réaccorder régulièrement. ouais, Euh, mais je pense que, ben, j'imagine que pour toi, parler dans un podcast, faire rayonner mm, des idées, bah, ça entraîne un cercle vertueux c'est et ça, on est tous responsables de ouais, ça, en fait. c'est ça. Et pour moi, alors, militantisme, je suis d'accord avec toi, c'est pas un mot. J'aime bien l'engagement, moi, voilà, Oui, c'est l'engagement. mieux. Je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai une vie très engagée. En fait, c'est ça aussi, c'est que je me suis vraiment engagée sur plein de terrains différents, Ouais. sur le terrain de la Seine-Saint-Denis, dans l'éducation Oui, nationale, auprès des auteurs actuellement, des femmes. Et, et voilà, pour incarner complètement ce que je dis, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'a priori, si je me suis bien alignée, si vous venez me voir mm, en dédicace ou en conférence, ou que vous écoutez ce podcast ou qu'on prend un thé ensemble, eh bien, je serai la même personne. Il ouais, n'y aura ouais, pas une grande différence, quoi. ouais. Ce sera juste une posture un peu différente, mais voilà ce que j'incarne. Je le souhaite de tout cœur, en tout cas, et la même chose, quelles que soient mes postures dans l'existence. Ouais. Ah, mais je, J'y aspire, en tout cas, j'y travaille. ouais, ouais, mais c'est vrai, et ça se ressent aussi à travers, ben, effectivement, ton nouvel ouvrage que j'ai lu. C'est vraiment ça, vraiment ce côté que tu incarnes. Alors, et ça, je trouve ça hyper inspirant, quoi. Donc, et ça prouve que c'est possible aussi. Donc, tout le monde est capable finalement d'incarner qui il est et j'allais dire d'influencer de nouveau. Ça, c'est pas forcément le bon Mais bien terme, mais en tout cas sûr, voilà, d'inspirer d'autres personnes et ainsi de suite, quoi. Ouais. Mm. mais complètement. Et en plus, ce qui est magique, enfin, moi, je ne cesse de m'émerveiller quand j'accompagne des gens en coaching. Ouais. Une fois qu'il y a quelque chose qui s'est réaligné, c'est Oui. incroyable ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que des opportunités, même moi, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un truc magique. Ouais, Les exactement. opportunités Ouais. arrivent, le réalignement se fait, on s'éloigne aussi peut-être de personnes qui nous font pas du bien, parce qu'il y a aussi ça, il y a des Oui, renoncements qui sont exactement. douloureux mais nécessaires. Ouais. Et il y a quelque chose qui vibre. Et moi, enfin, quand la personne arrive au cabinet, quand en général elle s'est réalignée, je le sais parce que je le vois sur son corps, je le Oui, vois sur c'est l'énergie qu'elle vrai. dégage et sa beauté Ouais. incroyable qui irradie en fait tout le cabinet. C'est super, quoi. Ah, c'est super. Et puis en plus, je trouve même dans la posture, ta manière de Ouais. tenir le corps, ouais, la manière de te tenir, en fait, elle change. Et on le voit effectivement sur les personnes, effectivement, où elles en sont par rapport aussi à leur posture. Ouais, ça, c'est Oui. vrai. Ouais, tout à fait. Et puis à l'inverse, tu as raison, ça transpire sur notre posture, mais on peut aussi faire l'inverse. Ça, c'est très sophro, c'est-à-dire redresser votre corps. Mettez-le Exactement. dans une posture mimée comme un enfant. Mm. Là, je suis très confiant. Vous allez Ouais. voir, ça change l'énergie. C'est comme le yoga du rire. On dit que Mm. quand on crée un rire, il y a quelque chose qui devient après naturel et qui a le Ouais. même effet sur le corps. C'est pareil. Ouais. Donc oui, la posture, évidemment, c'est très important. Mais c'est très drôle ce que tu dis parce que moi je manquais de confiance. J'étais avocate avant, dans ma vie d'avant, et je manquais de confiance en moi. Et justement, je jouais sur la posture et je me disais oui, je suis sûre de moi et je me mettais droite, c'est vraiment droite comme un i, comme ça. Et bon, peut-être un peu trop, ça devait pas être très naturel en y repensant, mais c'est vrai que du coup c'était ma manière à moi de me dire bon, je suis vraiment pas sûre de moi, mais ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, mais tu Ouais, sais, c'est des petits détails, hein. ouais, Ça me fait écho, Sophie, ce que tu racontes par rapport à... Moi, j'ai fait longtemps du flamenco. Au ah flamenco, oui, j'en c'est beau. parle dans le livre, Ouais, ouais, tu peux pas tricher là, ouais, c'est c'est tes vrai. émotions et il faut à la fois être le feu et la glace, quoi. Ouais. J'adorais donc les chaussures de flamenco Mm. et comme je m'entraînais beaucoup pour faire les zapateados, Mm. taper du pied, en fait, je le Mm. faisais à l'arrêt de bus, etc., ce qui n'était pas très chouette pour mes chaussures que je portais parce que je fusillais tous mes talons. Donc, j'avais acheté des chaussures de flamenco que j'avais fait déclouter Mm. pour m'entraîner. Donc, c'était une chaussure de ville, et en fait, ces chaussures, j'ai longtemps portées à chaque fois que j'avais un événement important. Mm. C'est des chaussures rouges. Ouais. Alors maintenant, j'ai mes petites Salomé aussi, répéto, Mm. j'ai mes petits trucs quand même aussi. Et ça me met dans quelque chose qui est, voilà, là, je suis en représentation, là, j'ai besoin de confiance. Exactement. Ouais. Évidemment. Et après, ben, de fait, sans doute, elle me gagne aussi petit à petit au fil de l'événement. Ouais. Donc, il y a des petites choses comme ça qui paraissent anodines, qui sont des petits trucs, mais qui sont très, très puissants à mettre en place. Exactement. Non, mais totalement. Ouais. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange, s'il y avait un mot que tu aimerais nous dire, nous partager? Euh, il y a toujours des choses qui dépendent de nous.
Je dirais ça, où je poserais la question, qu'est-ce qui dépend de vous? Ça aussi, hein, ça aurait pu s'appeler comme ça, mon livre, parce que c'est un leitmotiv. D'ailleurs, c'est une blague avec les personnes que j'accompagne. Je dis beaucoup, qu'est-ce qui dépend de vous? Vraiment, qu'est-ce que ici et maintenant, vous pouvez changer sans vous occuper de l'univers autour, de la politique ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous, ici et maintenant, vous pouvez changer? Il y a forcément des choses. Si vous êtes dans cette situation, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui dépend de vous. Ça ne veut pas dire de vous flageller, ça veut dire que c'est votre part de responsabilité. Exactement. Et c'est là que se situe votre liberté. Pour moi, ce serait ça vraiment le mot de la fin. Et effectivement, qui est très 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 juste. Enfin voilà, donc je n'ai rien à rajouter, mais en tout cas merci beaucoup, et effectivement nous laisserons nos auditeurs avec cette question, parce que je trouve effectivement que c'est très juste et ça résume effectivement très bien ton ouvrage et puis aussi notre échange. Donc un grand merci en tout cas Gaëlle, vraiment c'était un plaisir d'échanger. Merci Sophie. Ouais, moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir, et merci de faire exister des propositions comme ça de podcast. On a énormément de chance d'avoir ces sources d'inspiration accessible, et moi j'en suis très très consommatrice de podcasts, j'adore ça, j'aime beaucoup, et vraiment merci de mettre cette pierre, voilà, ta pierre, de poser ta petite participation, mais qui est si grande en fait pour le monde. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur la plateforme de votre choix et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.